Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, je vous propose un guide complet sur comment watercooler votre PC. On ne parle pas ici d'un watercooling tout fait, mais bien d'un watercooling personnalisé. Ce guide est sponsorisé par Corsair, mais tout ce que vous voyez dans cette vidéo est applicable pour la plupart des pièces de watercooling du marché, ainsi que les autres marques. Toutefois, vous allez le voir avec Corsair, c'est beaucoup plus simple. Je précise également que ce guide sera concentré sur les tubes non rigides. C'est plus facile pour les débutants, même si c'est un peu moins stylé. Vous trouverez aussi un glossaire des termes de watercooling en description, ainsi qu'une table des matières pour sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. La première étape est souvent la plus compliquée en watercooling perso, c'est la sélection des pièces. Il va falloir des blocs de refroidissement pour tous les composants, un ou plusieurs radiateurs et des raccords. Heureusement pour nous, Corsair a un outil génial pour automatiquement vous aider à choisir les pièces qui seront compatibles entre elles. Donc voici le configurateur de Corsair. Vous commencez d'abord par sélectionner le boîtier. Ce qui est bien avec Corsair ici, c'est qu'ils savent que vous n'allez pas forcément utiliser un boîtier Corsair. Donc vous avez même des boîtiers d'autres marques. Et du coup, ils savent à peu près combien de radiateurs vous pourriez mettre dans chaque boîtier. Nous, on utilise un 4000D de chez Corsair qui est un excellent boîtier. On utilise la version Tempered Glass, voilà. Mais pas la version Airflow. Donc c'est celle-là que j'utilise. Suivant. Ensuite, on a une carte mère de chez Gigabyte. Donc là, encore une fois, ils incluent énormément de choix de carte mère. Donc c'est la B550 Vision que j'ai en noir et blanc. Voilà. Ensuite, on a la carte graphique, une 3080, Founder Edition. Voilà, c'est celle-ci. Ils n'auront pas forcément des waterblocks pour toutes les cartes graphiques. Certaines cartes graphiques sont un peu trop spécifiques et pas très populaires, ce qui fait que vous n'en auriez pas forcément, donc il faut en tenir compte. Et ensuite, nous avons les SSD. Ça, c'est carrément l'entièreté du SSD avec déjà le refroidissement appliqué dessus. Si vous avez déjà un SSD, ce n'est pas un radiateur que vous allez pouvoir mettre sur votre SSD parce qu'il y a déjà un SSD d'inclus. Donc là, je vous dirais, si vous n'avez pas besoin de SSD, de tout simplement sauter cette étape. Et ensuite, on a l'option de tout simplement choisir le niveau de refroidissement. Donc, on a le niveau de base, le Pro 4000, on a l'Elite 4000 et puis on a le Platinum 4000 avec encore plus d'options et tout ça. Ça inclut plus d'options aussi. Donc, par exemple, il y a un kit de test de fuite si vous prenez le niveau Platinum. Donc là, c'est un peu à vous de choisir. On va prendre le Platinum ici pour que je puisse vous montrer toutes les options. D'abord, on a le Waterblock. Donc, on peut choisir la couleur. Tenez compte que déjà, il vous affiche que les waterblocks qui sont réellement compatibles avec votre config, donc pas besoin de vous inquiéter là-dessus. Et quand vous changez une option, vous rajoutez un accessoire, il va automatiquement, le configurateur, rajouter les accessoires dont vous aurez absolument besoin. Donc ça, c'est très pratique. On a le waterblock GPU, no problemo. On a ensuite les blocs AO pour les SSD, mais ça, on n'en a pas besoin. Performance de refroidissement, c'est le niveau de refroidissement. Si vous avez un plus gros boîtier, l'étape 3 serait disponible. Là, on n'a que l'étape 2 parce que notre boîtier est un petit peu plus petit. Vous voyez que là, il propose un 240 mm et un 360 mm. Moi, j'avais un 280 mm dans la config que je vais faire. Ça ne change pas grand-chose, tenez-en compte. Et vous pouvez même choisir la couleur. Donc moi, par exemple, j'avais des radiateurs noirs. Ensuite, on a le style des ventilateurs. Donc par défaut, dans ce kit, ils incluent des ventilateurs QL, mais vous pourriez en prendre des moins chers si vous le voulez. Ensuite, on a le modèle de la pompe. Donc là, c'est la plus grosse pompe de chez Corsair. C'est honnêtement la meilleure, avec surtout la pompe D5 qui est beaucoup plus silencieuse. Toutefois, vous avez aussi un kit qui est un petit peu plus compact. Vous pouvez accrocher à l'arrière notamment. Et c'est celui qu'on va utiliser. Comme il est un petit peu différent, je voulais le montrer dans ce tuto justement. Mais c'est à peu près la même chose. À tenir compte aussi que chaque pompe inclut des accessoires, notamment vous avez un accessoire qui permet d'allumer l'alimentation sans même brancher la carte mère, c'est très important, et vous avez aussi une sonde de température normalement qui est inclus. Donc ça vous permet de savoir la température du liquide, très pratique. Et ensuite on a personnalisation, on peut choisir notamment la couleur des raccords ici, donc si vous voulez des raccords chrome, c'est ici que vous le choisirez. Vous pouvez choisir aussi la couleur de votre liquide de refroidissement. Je conseille plutôt clear. Et nous avons enfin le type de tuyau. Nous, on va utiliser des tuyaux souples. Pourquoi? Parce que les tuyaux souples sont beaucoup mieux pour les tout simplement débutants. Il y a aussi les tubes rigides qui sont plus beaux, mais qui requièrent honnêtement beaucoup plus de travail. Je ferai un tuto dans le futur pour les tubes rigides, mais pour le moment, on va prendre les tubes souples. Ensuite, nous avons IQ. Je vous conseille vraiment d'inclure justement le Commander Core. Vous avez de quoi brancher une sonde de température, tous vos ventilateurs, tout votre RGB Corsair, et c'est extrêmement pratique pour contrôler tout.
Et puis après, nous avons les options supplémentaires. Donc notamment, au niveau des raccords, vous pouvez choisir des angles. Ils incluent par défaut, dans le kit que j'ai pris, un kit de 2 angles 90 degrés. Je vous conseille fortement de rajouter 2 kits à 45 degrés. Les 45 degrés sont selon moi plus pratiques, surtout avec des tubes non rigides. Vous avez aussi une valve qui est inclue pour vider le système de refroidissement. Ce qui est bien, c'est que automatiquement, quand vous incluez cette valve, il vous inclut les raccords qui vont avec. Et je vous conseillerais aussi d'inclure un splitter en Y pour brancher la valve correctement ici aussi. Et puis comme vous pouvez voir ici, c'est les raccords de compression ici pour nos tubes. Ils sont automatiquement inclus, ils en incluent 4 boîtes. Et c'est adapté selon les accessoires. D'ailleurs, si je rajoute plus de splitters, vous allez voir qu'ils vont augmenter la quantité automatiquement de raccords. Donc c'est géré, vous n'avez pas besoin d'y toucher honnêtement, pas besoin d'en rajouter plus. Ça, c'est les tubes qu'on utilise. Vous pouvez en rajouter plus si vous voulez expérimenter un petit peu plus avec les tubes. Après, vous devrez avoir de l'extra, même si vous êtes un petit peu plus... même si vous gâchez un petit peu des tubes, vous en aurez forcément un peu d'extra. Et puis, nous avons le liquide de refroidissement. Et puis, dans les autres accessoires, vous avez d'autres appareils IQ si vous en avez vraiment besoin. Donc ça, c'est le Commander Core, justement. Et vous avez des outils que vous pourriez avoir besoin. Par défaut, ils incluent le leak tester et la bouteille pour remplir plus facilement le système de refroidissement que je vous conseille fortement. Et voilà, nous avons fini notre config. Si on fait suivant, il nous faut un résumé et vous pouvez automatiquement commander tout ça. Et vous avez aussi un guide de construction si vous voulez pas regarder ma vidéo qui vous inclut comment justement configurer tout ça. Pour résumer un water cooling de base, vous aurez un ou plusieurs water blocks pour chaque composant à refroidir. Vous aurez un ou plusieurs radiateurs, c'est recommandé minimum 240 mm par composant. Vous aurez un réservoir combiné à une pompe, bien souvent, des tubes et enfin, le plus important, des raccords. Il vous faut 2 raccords par composant de water cooling, donc 2 pour la pompe réservoir, 2 pour chaque radiateur, 2 pour chaque water block, donc que ce soit le CPU ou le GPU. Ces raccords servent à connecter les tubes à chaque composant, donc ils sont assez importants. Tenez compte que la taille des tubes influence la taille des raccords. Corsair ici évidemment prévoit le coût et fait correspondre automatiquement via leur configurateur. Donc tenez-en compte si vous faites par vous-même. La première étape de notre water cooling va être de faire le montage des water blocks sur les composants. Pour le CPU, c'est plutôt simple. C'est comme monter un water cooling all-in-one, mais sans être embêté par les tubes et le radiateur. C'est donc même encore plus facile. Je vous conseille fortement de suivre le manuel inclus avec votre water block et de faire avec la carte mère en dehors du boîtier si possible. Dans mon cas, il fallait juste monter le système de rétention, puis installer le bloc. Corsair inclut la pâte thermique pré-appliquée, donc ultra rapide et simple ici. On passe ensuite au GPU. Vous pouvez passer cette étape si vous ne watercoolez pas votre carte graphique. Cette étape est en réalité d'ailleurs la plus compliquée honnêtement. On commence par démonter l'ancien système de refroidissement de la carte. Dans mon cas, le modèle Founder Edition est très compliqué à démonter et assez long. Il y a beaucoup de vis de différentes tailles. Ça dépend donc énormément de votre carte. Je vous conseille de rechercher un tuto sur internet de quelqu'un qui aurait démonté justement exactement la même carte graphique que vous. Après, on passe au montage du water block. Et là, merci Corsair, franchement. Ils incluent préappliquer la pâte thermique, mais aussi tous les pâtes thermiques qu'il y a partout sur la carte graphique, que ce soit pour les puces mémoire, mais pas aussi les tâches d'alimentation. Et c'est juste génial. C'est réellement un gain de temps énorme et ça simplifie grandement le montage. Il suffit donc, vu que tout est en place, de mettre la carte à nu sur le water block, c'est plus facile comme ça, puis on met la backplate par-dessus, ça fait un gros sandwich et on revisse les vis à travers et ça vraiment ça serre la carte graphique entre la backplate et le water block. La plupart des water blocks sont montés comme ça, mais ça peut varier selon celui que vous avez pris, donc vérifiez toujours le manuel évidemment. Une fois les water blocks en place, nous allons passer au montage classique du PC, donc installation de la carte mère, autres composants que vous auriez besoin, ainsi que le GPU avec son water block si vous êtes concerné. Les choses que vous pouvez éviter d'installer, ce sont les ventilateurs et les câbles d'alimentation, car on va utiliser celle-ci plus tard pour faire tourner la pompe, pour remplir le système de refroidissement. On n'est donc pas obligé de faire tourner tout le PC pour ça. C'est même déconseillé parce que si vous avez une fuite d'eau, ça pourrait tuer un composant. Donc, il vaut mieux que rien ne soit alimenté à part la pompe. On passe ensuite au montage des autres composants de water cooling. Ici, on va commencer par les radiateurs. Ça dépendra de votre boîtier, mais si vous avez utilisé le configurateur de Corsair, ils ont affiché des recommandations et vous pouvez aussi télécharger un guide. Si vous avez un radiateur, le mieux c'est de mettre en façade. Si vous en avez deux, c'est mieux de le mettre en façade et un deuxième au-dessus. Et je mets toujours le plus gros en façade, personnellement, si possible.
Faites attention à la taille des radiateurs et des ventilateurs qui iront avec. Toutefois, il existe des ventilateurs de 120 et 140 mm, ce sont les plus fréquents. Et vous avez ensuite la possibilité d'avoir plusieurs ventilateurs sur le radiateur. Et ça peut monter jusqu'à 4 ventilateurs. Donc faites très attention d'utiliser les bons ventilateurs sur le bon radiateur. Le manuel de votre boîtier devrait aussi offrir des recommandations de là où vous pouvez placer les radiateurs. Dans mon cas, on a un radiateur de 240 mm en haut et on a un radiateur de 280 mm en façade. On doit aussi décider si on veut mettre les ventilateurs qui poussent l'air dans le radiateur ou s'ils doivent aspirer l'air à travers le radiateur. Moi ici, j'ai décidé de les mettre à pousser l'air à travers le radiateur, comme ça permet de les voir mieux à travers notamment la vitre qui est à l'avant de mon boîtier, et du coup ça rend mieux. Pour monter le radiateur avant, on va utiliser des vis longues qui vont traverser les ventilateurs et se fixer dans le radiateur, et ces vis passeront à travers les trous de montage du boîtier. Il faut donc placer tous les ventilateurs à l'avance entre le boîtier et le radiateur, ce qui peut être un peu ennuyant. Assurez-vous donc de bien les placer. Le côté ouvert des ventilateurs est là où rentre l'air et le côté avec les supports, c'est là où sort l'air en général. Je vais faire aussi attention que les câbles des ventilateurs ne soient pas coincés et sortent du bon côté où je peux les cacher plus facilement, donc vers l'arrière du boîtier. Une autre chose à tenir compte, ce sont les ports pour les raccords du radiateur. C'est donc là où va rentrer et sortir l'eau. Il faut évidemment les orienter vers l'intérieur pour qu'ils soient accessibles et aussi vérifier qu'ils soient facilement accessibles, que vous puissiez visser les raccords après là-dessus. Pour le radiateur du dessus, on va utiliser les vis longues pour fixer les ventilateurs au radiateur. Toutefois, comme c'est le radiateur qui est contre le boîtier cette fois-ci, on doit aussi le fixer avec des plus petites vis qui sont incluses dans la boîte des radiateurs. Encore une fois, il faut faire attention aux trous des raccords, sens des ventilateurs et ainsi que les câbles qui en sortent. On passe maintenant au montage du combo pompe-réservoir. Dans mon cas, c'est un modèle qui s'attache dans un emplacement ventilateur. Il existe aussi des modèles plus grands qu'il faut installer en bas à l'avant de votre boîtier. Ils peuvent aussi se fixer au radiateur. Je vous recommande ici de lire le manuel de celui que vous avez pour savoir exactement comment le monter. Je vais monter le mien dans l'espace du ventilateur arrière. Il se monte comme un ventilateur. Au final, il y a un petit bracket. J'ai pu d'ailleurs un peu le décaler pour qu'il soit un peu plus accessible. Ça, c'est pratique. Corsair inclut avec toutes leurs pompes un accessoire qui permet de démarrer l'alimentation sans qu'elle soit branchée dans la carte mère. C'est extrêmement pratique. On a aussi un raccord avec une sonde de température et ça permettra plus tard de réguler la vitesse des ventilateurs selon la température du liquide, ce qui est une très bonne chose en water cooling à faire. Toutefois, tenez compte que les autres marques n'incluent pas ces deux accessoires avec le combo pompe réservoir. Vous devez toujours les acheter à part. Et une fois le montage fini ici, vous avez également un ou plusieurs câbles d'alimentation et RGB qu'il faudra connecter plus tard et qui sont très importants évidemment. On va maintenant fixer les raccords à chaque composant. On aurait pu les installer plus tôt, mais selon moi, c'est mieux de le faire tout d'une fois, histoire de ne pas en oublier. Les raccords sont composés d'un élément qui se vise sur chaque composant ainsi qu'une bague de compression qui compresse le tube par-dessus le raccord justement. Cette bague inclut un ou plusieurs joints en caoutchouc. Faites donc attention, certains peuvent tomber en dévissant justement la bague ou en vissant le raccord. Et ces joints permettent de sceller le système de water cooling. Donc s'il y a de l'eau qui arrive à quand même passer, il ne pourra pas passer le joint en caoutchouc. Donc c'est très important qu'il reste en place. Pour mieux visser le raccord, je conseille de retirer les bagues de compression et de les mettre de côté, ou sinon vous allez resserrer la bague de compression en même temps et ce sera compliqué de l'enlever après. On va donc installer chaque raccord 2 par composant et les composants qui ont des trous supplémentaires, on va les refermer avec des bouchons qui sont inclus. On peut aussi utiliser des raccords en angle pour les endroits plus compliqués à atteindre. C'est ce que j'ai fait en bas personnellement avec des angles à 45 degrés. On en arrive à une étape importante. Vous allez devoir décider où va l'eau, dans quel sens elle circule, de quel composant elle va. En général, l'ordre par défaut est pompe, waterblock GPU, waterblock CPU, radiateur, s'il y en a plusieurs, et on retourne au réservoir. Mais dans certains cas, ce sera plus simple de peut-être raccorder un radiateur entre 2 waterblocks. Attention aussi que certains composants ont un raccord d'entrée pour l'eau et une sortie. C'est le cas de la pompe par exemple, où vous devez absolument respecter ça. Donc assurez-vous de bien connecter les sorties avec les entrées des composants d'après. Le manuel de chaque composant de water cooling vous indiquera normalement où est l'entrée, où est la sortie et s'il y a plusieurs entrées et plusieurs sorties aussi. Le waterblock de la carte graphique, elle, par exemple, a 4 entrées-sorties. Corsair a des blocs symétriques, donc vous pouvez les utiliser comme entrée-sortie, peu importe, mais vous devez respecter un certain schéma.
Par exemple, vous devez avoir une sortie d'un côté et une entrée de l'autre côté. Donc ça, je vous invite vraiment à regarder le manuel de votre Waterblock GPU pour savoir exactement ce que vous pouvez faire au niveau du branchement des tubes. Les radiateurs, eux, c'est pas important où ça rentre et sort, donc ne vous inquiétez pas. Dans mon cas, l'ordre est pompe jusqu'au CPU. Ensuite, on va dans le radiateur du dessus, radiateur avant et on retourne au GPU qui lui envoie évidemment l'eau vers le réservoir, ce qui semble logique. Et d'ailleurs, je vais préciser parce que je sais que je vais avoir un commentaire là-dessus. L'ordre des composants n'est en réalité pas très important. Il y a certaines personnes qui croient que quand l'eau passe à travers le GPU, l'eau prend 5 degrés d'un coup. Ce n'est pas le cas. L'eau circule extrêmement vite et en général, elle prend juste quelques dixièmes de degrés à chaque fois qu'elle passe quelque part, même encore moins. Ça prend énormément de temps à chauffer. Donc, c'est vraiment pas important. Si votre GPU est avant votre CPU, ça va pas chauffer votre CPU plus que ça. Repassons au guide maintenant. Vous pouvez aussi simplifier la future maintenance de votre water cooling avec un moyen de vider le liquide. Pour cela, je vais utiliser un adaptateur en Y que j'ai connecté à l'avant avec un tube avec un robinet. Ça permet de plus facilement vider le liquide sans devoir enlever un raccord plein d'eau et en mettre partout, ce qui arrivera forcément. On en arrive enfin au tube. Comme on utilise des tubes non rigides, ce sera plutôt simple. Je vous conseille d'avoir une bonne paire de ciseaux assez grande qui coupe très bien, bien aiguisée si possible. Ça permettra de couper les tubes assez droits. Un autre conseil aussi, c'est d'avoir de l'eau tiède parce qu'il faut utiliser quand même pas mal de force pour mettre les tubes sur les raccords. Et des fois, si vous avez un peu d'eau tiède avec du savon dedans, ça permet de juste de le mettre un petit peu plus facilement. Donc en respectant l'ordre que vous êtes fixé avant, on va raccorder chaque pièce l'une après l'autre. Il suffit de connecter le tube à un raccord, aligner avec le prochain raccord, laisser un peu d'extra au cas où et de couper le plus droit possible le tube. Puis de le connecter au prochain raccord. Pour mettre le tube par-dessus le raccord, il faut retirer la bague de serrage si ce n'est pas encore fait chez vous, la mettre par-dessus le tube, attention aux joints s'il y en a un, puis mettre le tube par-dessus le raccord. Ça peut demander pas mal de force. L'eau tiède savonneuse, comme j'ai dit avant, peut être votre ami ici. Puis on glisse la bague de serrage par-dessus le raccord et on visse quand le tube évidemment est au maximum. Ce n'est pas compliqué, mais il faut prendre le coup de main, vous allez le voir très vite, après en avoir fait par exemple 3-4. Répétez donc ça à chaque tube, à chaque raccord. Faites bien attention de respecter l'ordre des composants et surtout les entrées-sorties de certains de ces composants. Quelque chose aussi de très important quand vous mettez les tubes non rigides, c'est que quand vous les pliez trop, ils peuvent se plier tellement que le liquide ne pourrait plus passer à travers. Et du coup, vous devez absolument éviter ça, ça semble logique. Si vous prenez des tubes plus épais au niveau de leur paroi, ça évite ce phénomène-là. Et si vous êtes en train de raccorder deux composants et qu'à chaque fois ça se plie trop, vous pouvez utiliser des adaptateurs à 45 degrés ou autre pour éviter que ça se plie de trop et que ça fasse justement ce problème-là. Et aussi très important, n'oubliez pas de mettre la bague de serrage avant de mettre le tube en place parce que quand le tube est mis en place des deux côtés, vous ne pouvez pas mettre la bague de serrage par-dessus forcément. Maintenant que tous les tubes sont en place, en théorie le circuit de refroidissement est complet. On peut tester en mettant de l'eau dedans, mais on peut aussi tester avec un outil que Corsair vend. Celui-ci permet d'augmenter la pression de l'air dans le circuit sans mettre de liquide. Comme l'air est plus facile à s'échapper que l'eau, si l'air n'arrive pas à s'échapper, ça veut dire que votre circuit est complet. Ou s'il s'échappe très lentement, c'est bon aussi, donc pas d'inquiétude. Du coup, cet outil, voilà à quoi il ressemble. Vous le branchez tout simplement dans un raccord disponible dans votre système de water cooling, par exemple sur votre pompe. Et puis après, vous pompez jusqu'à quand que ça atteint normalement 0,5 sur la jauge. Et vous n'allez pas plus loin parce que si vous pompez trop d'air, ça peut faire péter certaines choses. Et puis, vous laissez. Et si l'aiguille diminue à peine ou diminue très lentement, c'est bon. Et moi, je dirais de le laisser pendant une demi-heure. Donc, vous regardez sur une demi-heure l'évolution de l'aiguille. Et normalement, après une demi-heure, elle devra à peine avoir diminué un petit peu ou même pas bouger si vous avez très bien fait votre travail. Après avoir testé ou si vous n'avez pas de testeur, on va remplir d'eau et donc tester à ce moment-là si vous ne l'avez pas fait. Je vous conseille encore une fois d'avoir déconnecté tous les connecteurs d'alimentation des composants. Vous allez juste connecter la pompe à l'alimentation. Certaines pompes ont un câble d'alimentation SATA ou alors un câble d'alimentation Molex ou juste un connecteur de ventilateur classique. Pour faire démarrer l'alimentation, Corsair a un accessoire qui est un connecteur 24 pins que vous devez donc connecter sur le câble d'alimentation correspondant
de votre alimentation. Ça semble logique. Attention de bien mettre l'alimentation hors tension avec son interrupteur situé à l'arrière de celle-ci avant de mettre l'adaptateur, ou sinon elle va s'allumer automatiquement. Si vous n'avez pas d'interrupteur à l'arrière, vous pouvez aussi débrancher le câble. On va remplir le réservoir, mettre sous tension l'alimentation pour faire tourner la pompe, puis la mettre hors tension quand le réservoir est pratiquement vide. Il faudra répéter plusieurs fois ça jusqu'à quand que le niveau de l'eau reste stable dans le réservoir. On va aussi vérifier à ce moment s'il n'y a pas de fuite. Je conseille d'avoir un peu de sopalin à portée de main au cas où d'ailleurs. Vous pouvez aussi également mettre un peu sous chaque raccord du sopalin pour voir s'il y a une fuite et empêcher aussi l'eau de couler partout. Pour remplir d'eau, il y a un port dans le réservoir où vous pouvez insérer la bouteille de remplissage que Corsair fournit. Je vous conseille vraiment d'en acheter une d'ailleurs. Il suffit donc de remplir cette bouteille de remplissage avec la plus grosse bouteille fournie par Corsair. Ensuite, vous mettez l'embout dans le port de remplissage et puis vous compressez la bouteille pour faire sortir le liquide. Et après ça, il faut répéter le cycle suivant. Mettre de l'eau dans le réservoir, mettre sous tension l'alimentation via le bouton à l'arrière, mettre hors tension quand le réservoir commence à être vide, re-remplir de liquide et continuer ainsi de suite jusqu'à quand que le niveau de l'eau reste stable dans le réservoir. Et après là, vous pouvez remettre de l'eau pour que le niveau du réservoir soit pratiquement plein. Et normalement, s'il n'y a pas de fuite, vous ne devriez pas voir de l'eau couler quelque part. Et comme vos composants ne sont pas alimentés aussi, si vous avez une fuite, évidemment, éteignez directement la pompe et essayez de mettre du sopalin pour absorber le liquide. Et tenez compte que vos composants ne sont pas forcément endommagés vu qu'ils ne tournaient pas encore. Donc, ce que vous devriez faire si c'est arrivé, j'espère pas pour vous, c'est de les laisser sécher le plus longtemps possible pour qu'il n'y ait plus de liquide dessus, tout simplement. Il reste une autre étape avant de finaliser le PC. Des bulles d'air sont forcément coincées un peu partout dans le circuit. Pour les sortir, il faudra laisser tourner la pompe pendant plusieurs heures. Il est aussi conseillé de bouger le PC dans différents sens. Attention toutefois de bien refermer le réservoir avant de faire ça avec le petit embout. Donc, le pencher en avant, le pencher sur le côté, etc. afin que les bulles d'air qui se seraient coincées peut-être dans le radiateur ou autre chose puissent faire bouger et aller vers le réservoir. Vous pouvez aussi ouvrir le port de remplissage de temps en temps quand vous ne touchez pas au boîtier pour faire sortir l'air qui serait arrivé justement à cet endroit et remettre un peu de liquide si le niveau a diminué. Une fois l'eau claire, au point de ne plus voir vraiment l'eau bouger et on croirait que la pompe ne tourne pas, ça veut dire qu'il n'y a tout simplement plus de bulles d'air dans le système de water cooling et du coup, vous avez fini. On va maintenant finaliser le montage en retirant l'accessoire de remplissage du connecteur 24 pins et en connectant correctement tous les câbles d'alimentation ainsi que tout ce que vous devriez connecter pour que votre PC fonctionne. Je vous conseille aussi de connecter les ventilateurs. Ici, Corsair inclut un commander où je vais brancher tout le RGB, les ventilateurs et même le PWM de la pompe pour la contrôler, ainsi que la sonde de température pour pouvoir contrôler la vitesse des ventilateurs, très pratique. Si vous n'avez pas justement un commander, vous devrez brancher la pompe sur le connecteur de pompe de votre carte mère, il y en a souvent un, et connecter évidemment les ventilateurs à un connecteur PWM sur votre carte mère. Avant de finir, je vous conseille maintenant de vérifier les températures des composants water coolés, voir s'il n'y a pas de problème, et de aussi les régler les ventilateurs si vous avez un commander pro, ou même de le faire aussi avec votre logiciel de carte mère, si vous l'avez branché sur la carte mère. On va utiliser IQ, qui est le logiciel de contrôle de tout ce qui est Corsair. Il permet de vérifier aussi les températures, même si vous n'avez pas de commander, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour ça. Votre CPU en pleine charge ne devrait pas dépasser les 85 degrés en temps normal, et votre carte graphique water cooling ne devrait pas dépasser non plus les 60 degrés. C'est vraiment les cartes graphiques qui profitent ici du water cooling. Pour contrôler la vitesse des ventilateurs, le mieux est selon la température du liquide. Ça vous donnera le meilleur du water cooling et surtout un PC plus silencieux parce que quand il ira en pleine charge, l'eau permet d'absorber le gain de chaleur sans que les ventilateurs doivent monter d'un coup. Et du coup, c'est beaucoup plus silencieux. Assurez-vous que l'eau du water cooling ne dépasse jamais les 50 degrés, c'est-à-dire la température de l'eau, pas d'un composant, je tiens à le préciser, parce qu'à partir de 50 degrés, certains plastiques commencent à mal réagir à la température, donc c'est préférable de rester toujours en dessous de ça. Et pour pleinement tester d'ailleurs, voir si le liquide peut monter à cette température-là, je vous conseille de charger le CPU et le GPU avec des benchmarks le plus lourd possible. Vraiment tester le pire cas possible, réglez vos ventilateurs selon le pire cas possible et après vous serez bon quand vous jouez ou vous faites des choses plus simples.
Si vous n'avez pas de sonde, essayez de contrôler 50% des ventilateurs selon la carte graphique, c'est le water coolé, et 50% selon le CPU. Parce que sinon, si c'est seulement contrôlé selon le CPU et que vous lancez un jeu et qui n'utilise pas beaucoup le CPU, ben votre carte graphique va chauffer. Et donc voilà, vous avez normalement un magnifique PC water coolé maintenant, ou peut-être un PC qui fuite, je ne sais pas. J'espère que ce guide aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Merci encore à Corsair d'avoir rendu cette vidéo possible. Vous aurez un lien dans la description vers, encore une fois, le configurateur de Corsair si vous voulez faire un water cooling. On se retrouvera pour une prochaine et je vous dis ciao ciao.